Moi, si je m'en suis sortie, c'est parce que des gens ont cru en moi. C'est parce que cette psychologue a cru en moi, c'est que les membres du groupe de parole ont cru en moi, les soignants ont cru en moi. Et tu vois, au début, je l'ai fait vraiment pour remercier l'institution. Et après, je l'ai fait parce que j'aimais ça. En fait, tu vois, je suis encore étonnée qu'on ait pu croire que j'avais des ressources. Et bien, en fait, moi, ce que j'adore, c'est voir les ressources des autres, avant même qu'ils les aient perçues. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. On a souvent dans la tête une image de l'expert. Blouse blanche, jargon, sec, regard fuyant dans les couloirs d'hôpital. Mais il y a les autres, celles et ceux qui n'ont pas seulement lu la définition de l'addiction, mais qui l'ont traversée, affrontée, quittée, ou pas tout à fait. Parmi eux, notre invitée, ancienne juriste, elle a vécu 25 ans de dépendance, boulimie, anorexie, alcool, tabac. Les troubles alimentaires ont commencé à 15 ans et lorsque les crises ont cessé, c'est l'alcool qui a pris toute la place. Elle dit d'elle qu'elle transforme tout en addiction, le sport, la randonnée, le vélo, comme tout addict qui se respecte, j'ai envie de dire. Aujourd'hui diplômée en addictologie, elle est patiente experte. Elle enseigne à la faculté de médecine Descartes pour former les futurs généralistes à détecter ce qui ne se dit pas. Elle intervient à la Pitié-Salpêtrière pour développer le partenariat patient et à l'hôpital Paul Brousse où elle a longtemps accompagné des personnes dépendantes. Elle agit aussi dans les entreprises où elle organise des cercles de parole. À Lazare, une colocation solidaire où une étude d'impact a montré que depuis l'intervention de patients experts, les exclusions avaient chuté de moitié. Ce titre, patiente experte, reste maladroit pour dire ce qu'elle incarne. Une parole qu'on ne trouve dans aucun manuel, pas de protocole, mais des vérités. La honte, le manque, les matins sales, les rechutes, les silences. Aujourd'hui, elle forme, elle accompagne, elle sensibilise, elle ouvre la parole là où elle est encore verrouillée. Elle agit pour que l'addiction ne soit plus perçue comme un risque RH, mais comme une question de santé publique. Et pour rappeler que le silence, parfois, est plus toxique que les produits. Alors, bienvenue Ariane Pommery de Villeneuve dans ce nouvel épisode de Contradiction et merci beaucoup d'être parmi nous. Merci Rose. Waouh. C'est un petit résumé quand même parce que ta carrière est immense. Il se passe des choses de fou. Il se passe beaucoup de choses, effectivement. Il s'en passe beaucoup plus en fait que quand on consomme. Ah mais incroyablement plus. Ouais. Tu dois d'ailleurs t'en rendre compte toi aussi. Ah oui, on se rend compte. Ouais, voilà, alors là, oui. En ce moment, oui, j'explore. J'aime bien savoir quelle est la définition de l'addiction de mes invités. La tienne, pas celle qui soit des manuels, évidemment. Oui, la mienne, elle va quand même reprendre une partie. C'est-à-dire que pour moi, l'addiction, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de moi et qui est plus fort et qui va se servir, qui va boire, qui va manger, qui va vomir. Quelqu'un qui ne contrôle pas. C'est un double maléfique ou c'est vraiment... Est-ce que tu le vois vraiment comme une autre personne ? Ouais, comme quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui est plus fort que tout, et qui ne m'obéit pas. Et devant lequel j'assiste impuissante. Et tu as connu ça très tôt ? Ouais, très très tôt. Tu peux nous raconter en quelques mots, enfin même en plus, ton parcours, comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui a été le premier symptôme de l'addiction pour toi et à quel âge ? Je ne savais pas que c'était une maladie, les vomissements, le fait de manger beaucoup. Je l'ai su, mais... j'ai commencé... En fait, à 15 ans, j'avais un petit copain qui me trouvait trop grosse. Moi, je pesais juste 55 kilos, je mesure 1m60, donc ça va. Et puis, pour lui faire plaisir, j'ai plus mangé. J'ai perdu du poids. Je me souviens encore de cette sensation de plaisir quand je vois la balance qui passe du côté gauche. Je me souviens de cette journée incroyable. Et puis, je perds 10 kilos. Donc, je me sens bien, je me sens belle, Et puis, un jour, j'ai eu faim. Et je revois très bien la scène, je revois très bien l'endroit où c'était la cuisine des parents. Et là, je me rue sur une tarte aux pommes, mais entière. Et je l'engloutis. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, je vais pas reprendre tous ces kilos que j'ai perdus. Et je me suis dit, en fait, je vais aller me faire vomir. Je savais que j'avais une de mes tantes qui vomissait. Et donc, du coup, ça m'est venu tout de suite. Et j'ai commencé à me faire vomir comme ça, au début, en mettant les doigts au fond de la gorge. Et je pense que en l'espace de 6 mois, ma vie a changé. Ma vie, elle a été gérée par la nourriture. Mais ça a été tellement rapide, tellement puissant. Il n'y avait que ça qui comptait. Et en fait, bien sûr que j'ai pas osé en parler. Et puis, moi, je viens quand même d'une famille où le poids... J'ai une famille de femmes. Et dans cette famille de femmes, le poids est extrêmement important.
on est regardé si on est mince ou alors extrêmement intelligente. Mais avant toute chose, on va regarder notre silhouette. Pas question de prendre 1 kilo, parce que sinon on a tout de suite des réflexions. Et donc ça, je pense que je l'avais intégré viscéralement. Et donc, cette perte de poids, elle me va très bien, et je pense qu'elle va bien à ma mère aussi. Je pense qu'elle lui va très très bien. Voilà, et donc je n'ose pas en parler, et puis pour moi, j'ai juste un problème de volonté. Et le problème, c'est que ça va s'installer, et tu vois, j'ai des souvenirs très précis, c'est en terminale. En terminale, je bois que des cafés crème, l'alcool, c'est pas du tout encore le sujet, mais j'ai des croûtes sur la tête, enfin, je suis vraiment pas bien. Et puis après, en fait, ça va s'installer, ça va être mon quotidien. Je vais essayer d'en parler, mais tu sais, à l'époque, c'était il y a quoi ? Il y a longtemps maintenant, il y a 30 ans. On n'en parlait pas, comme aujourd'hui. Et donc, je vais rester là avec ma souffrance, avec ma nourriture. Et ce qui est horrible, c'est qu'en fait, plus le temps passe, plus ça prend de la place. Et j'ai un souvenir très précis. Un matin, je me suis dit, en fait, finalement, puisque la crise de nourriture, elle vient, je vais me lever plus tôt pour la détourner. Et je me souviens de m'être levée à 5h du matin pour étudier, parce que ça me prenait tout mon temps. J'ai pas le temps de travailler, puisque ça prend tellement de temps de manger et de vomir. C'est-à-dire combien de crises par jour ? J'ai pu faire, tu vois, je me souviens, j'étais mariée, j'ai pu faire jusqu'à 10 heures de crise dans une journée. 10 heures ? 10 heures. Ah, ça se compte en heures ? Je l'ai compté en heures, oui. Parce que c'est-à-dire que tu manges, tu vomis pendant 10 heures ? Oui, en fait, c'est ça, tu manges, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, puis tu vas tout vomir, mais ça te prend du temps d'aller vomir. Après, tu te pèses, parce que c'est très important, la balance. Tu te pèses jusqu'à 15 fois, 20 fois par jour. Tu te pèses avant, tu te pèses après. Alors que ça n'a pas de sens dans le sens où c'est pas le poids n'a rien à voir avec ce qu'on vient de manger en termes de poids. C'est les calories ingérées déjà, ça n'a rien à voir. Mais sauf que c'est l'obsession de la balance, l'obsession. Et tu vois, 10 heures par jour, c'est horrible, c'est horrible. Et puis ça va s'installer comme ça. Et je vais pas pouvoir en parler. Et puis j'ai honte, parce que quand on va dîner, les gens me disent « Oh, mais t'es hyper mince avec tout ce que tu manges. » Mais je peux pas leur dire aux gens, je peux rien dire. Et en fait, après, j'ai développé des incroyables, c'est-à-dire, mais les mêmes que finalement, on va développer sur l'alcool. Je me souviens, on est dans cette grande famille, dans une grande maison avec toute la famille, mais j'attends que tout le monde soit couché pour pouvoir aller faire ma crise, pour pouvoir aller tirer à la chasse d'eau, que personne m'entende. Enfin, c'est des stratégies. Tu sais très bien à quel endroit est telle personne pour qu'elle ne t'entende pas. Tu as cette hypersensibilité. Parce que pendant le repas de famille, tu mangeais normalement et donc ça te frustrait. Non, et après, tu mangeais après eux, en fait. Je mange plein de fois. Donc pendant le repas, tu manges et tu vas déjà vomir là à ce moment-là. Et après le repas, tu peux continuer. Refaire une crise. Oui, donc c'est très très proche de la drogue, l'alcool. Mais ça, les gens nous voient boire à table normalement et après nous on va chercher notre bouteille, quoi. C'est exactement ça. Et t'apprends à repérer. En plus, après tu sais quels sont les aliments que tu peux bien vomir, ceux que tu peux bien vomir. Il paraît, on avait reçu quelqu'un qui m'avait. Ah non, c'est même pas quelqu'un qu'on a reçu d'ailleurs qui voulait qu'on la reçoive. Et j'ai pas eu le temps encore. Qui me racontait que maintenant elle avait plus besoin. Elle fait jusqu'à 30 crises par jour. Et elle a plus besoin de mettre les doigts ou quoi que ce soit. Elle se penche. Et voilà. Pareil. Tu te baisses. En fait, tu te baisses et ça sort. Ça sort. Parce que pourquoi ? Je pense qu'avec le temps, ça. Il n'y a plus de clapet. C'est quoi ? Oui, je pense qu'il n'y a plus de clapet. Tu sais le faire sauter. Mais si je veux, je me baisse et je vomis. C'est arrivé avec le temps. Ça. Et donc ça, du coup, cette espèce de super pouvoir, puisque si je veux, je me baisse et je vomis. Comment est-ce qu'on l'enraye ? Comment on se dit, je me baisse plus, quoi ? Oui, alors, je vais mettre beaucoup de temps. Mais déjà, tu vois, c'est une vie qui est compliquée, parce que c'est une vie de cachette, c'est une vie tellement honteuse, c'est tout sauf féminin. Alors, effectivement, je suis maigre, mais je me vois pas... Alors, je me vois pas grosse. Tu vois, je suis pas dans une... Dysmorphophobie. Oui, exactement. Je me vois pas grosse. Tu sais que t'es maigre. Mais je sais que je suis maigre. Ouais, je sais que je suis maigre. Et donc, voilà. Donc, je vais avancer comme ça. J'attends quand même des enfants. Et l'obstétricien est vraiment chouette parce que je lui dis, il me dit, vous inquiétez pas, vos bébés, puisque vous mangez, vos bébés, ils prennent. Donc, il a été vraiment chouette pour ça. Et puis, je vais continuer. C'est horrible, ça s'enraye pas. Enceinte. Oui, enceinte. Après...
Voilà, et puis je vais mettre du temps, en tout cas pour la boulimie, je vais attendre. Mais j'ai essayé de faire des thérapies, assis, debout, couché, mais j'ai rien à dire, je suis pas prête, je sais pas quoi dire. Et j'ai pas du tout d'estime de moi. Tu vois, je me souviens d'un jour où je suis chez un psy, et je suis allongée, et il attend. Et puis à un moment donné, j'entends un bruit, un drôle de bruit. Puis je comprends qu'en fait, il s'est endormi, le psy. Et là, je me dis, mais le pauvre, c'est normal qu'il s'endorme parce que je suis tellement nulle. Et alors, j'ai attendu qu'il se réveille. Et puis, je l'ai payé, je l'ai remercié et je suis revenue. Non, mais aujourd'hui, tu vois, mon psy, dès l'instant où il cligne de l'œil, je suis là, docteur, ça va? On peut remettre la séance? Mais plus jamais que j'accepterais ça. Mais tu vois, ça te montre à quel point on est sur les mêmes mécanismes où t'as pas d'estime du tout. Et je pense que là-dessus, tu vois, l'alcool est venu m'aider à supporter mon anorexie. Donc l'alcool est arrivé quand? J'ai découvert l'alcool trop tôt, dans le contexte familial. À 15 ans, j'ai goûté mon premier punch. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé la brûlure, j'ai aimé l'effet. Mais c'est pas du tout, ça devient pas problématique tout de suite. Mais c'est à partir mais je perds assez vite le contrôle. Avec du recul, je me rends compte que je perds assez vite le contrôle. Mais c'est après la naissance de mon petit bonhomme que je me souviens, je suis à la maison et je vais ouvrir une bouteille de vin. Et jusque-là, mon mari avait dit on boit pas en semaine, j'étais très obéissante. Et la bouteille, je la descends de manière un peu compulsive, mais je prends une demi-bouteille. Voilà. Je me dis c'est pas terrible, mais c'est pas très grave. Je sais pas que je le prends à visée anxiolytique, mais tout de suite je me dis je ne suis pas une mauvaise mère. Mon bébé, je ne l'allaite pas, ma petite fille dort, mon mari est en train de se changer, donc tout ça c'est sécure. Et le problème c'est que j'aurais dû en parler, mais sauf que je cache la bouteille dans le réfrigérateur pour qu'il la voie pas. Le lendemain, je vais en racheter une pour la remplacer, et puis je la finis. Et puis ça commence comme ça. Or, il avait dit, mon mari avait dit, les alcooliques, c'est des gens qui boivent tous les jours. Et là, je me dis, mais je bois tous les jours, je suis alcoolique. Et là, je me dis, oui, mais non. Je serais alcoolique le jour où j'aurais envie de boire le matin du vin rouge. Bien sûr. Bien sûr, là, j'étais me trouver quelque chose de tout à fait inatteignable. Et toute ma vie, je vais me raconter, je ne bois pas le matin et je ne suis pas une mauvaise mère. Je dirais, je suis pas une mauvaise mère, mais je bois pas dans la journée. Et donc, en fait, je me raccroche à ça, c'est du déni, c'est du déni. Et donc, je vais avancer comme ça. Mais voilà, après coup, je sais que l'alcool est venu je l'ai pris pour cet effet anxiolytique, parce qu'effectivement, quand je bois de l'alcool, j'oublie que je suis anorexique. J'oublie que je suis l'horrible personne. Sauf que c'est double peine le lendemain. Tu te détestes 2 fois plus. Et puis ça va durer comme ça, longtemps. Et ça va ensemble, l'alcool et les crises de boulimie? C'est-à-dire quand tu bois, tu manges aussi? J'ai eu quelqu'un un jour dans un groupe de parole aux alcooliques anonymes à qui je disais... en fait, moi, je me disais que comme je vomissais, je pouvais boire. Il m'a dit que j'avais vraiment un raisonnement d'alcoolique. Merveilleux. Mais je garde pas. Oui, donc je peux. Et en fait, personne ne s'en rend compte. C'est ça qui est le plus fou, en fait. Ouais, c'est ça qui est horrible. C'est ça qui est incroyable, parce que quand tu passes 10 heures à faire des crises et que en plus tu te mets à boire et qu'autour de toi, personne ne vient souligner ça. C'est horrible. Et c'est une détresse intérieure extraordinaire, j'imagine. Oui, t'imagines bien. Alors écoute, moi j'ai quand même eu une grande chance. C'est que je suis en vacances et je rencontre une psychologue, pas du tout pour moi, mais sur la plage. Et puis nos filles s'entendent bien. Et je ne sais pas pourquoi, je la connais pas, mais je lui parle. Je lui parle de ma boulimie et elle me dit, il faut que tu en parles à ta fille. Je lui dis, mais non, je veux pas en parler. Agathe, elle a 8 ans, je vais pas lui parler. C'est pas possible. Elle me dit, je pense que tu devrais. Elle l'invite à dormir et puis le lendemain, elle me dit, tu sais, elle m'a dit qu'elle s'inquiétait quand sa maman allait dans les toilettes. Mais je pense qu'elle l'a fait parler. Oui, ouais. Mais bon. On me l'a fait pas, c'est pas grave. Et du coup, je me dis, il faut que j'y aille. Et je vais voir ma fille, je me souviens très bien, et je lui dis, Agathe, il faut que je te le dise. En fait, il faut que je te dise qu'en fait, je vomis, je suis malade. J'utilise le mot malade. Et elle a une réaction, mais que seuls les enfants peuvent avoir. C'est qu'elle me prend dans ses bras. Du haut de ses 8 ans, elle me dit, oh, mais maman, mais c'est pas grave, c'est comme un petit rhume. C'est incroyable. Et en fait, ça a été formidable parce que j'ai jamais senti qu'elle me jugeait et mon petit bonhomme non plus. Et quand il a eu 8 ans aussi, je lui ai dit. Pourquoi il faut en parler aux enfants plus qu'aux autres? Pour que les enfants ne s'inquiètent pas plus. Ah oui, parce qu'en fait, on croit qu'ils ne voient pas. Oui, mais... On pense qu'ils ne voient pas. Tu vois, j'ai eu de la chance parce que chaque fois que je faisais mes crises, ils n'ont jamais fait de bêtises. Jamais. Or, ils ne sont pas sous ma surveillance à ce moment-là.
Donc vraiment... donc ça, tu vois, ça a été mon moteur pendant toutes ces années. Ces deux petits-là. Je vois de 15 à 41 ans. Ouais. Et là, l'alcool a pris le dessus. Oui, alors l'alcool... Comment déjà tu as réussi à sortir de ces crises? Eh ben, tu vois, je passe un week-end avec 2 de mes sœurs. Et je passe un week-end horrible où je fais que manger, boire, vomir. Et fumer, et des cigarettes. Et puis... et en fait, les ces 2 sœurs, on est très proches entre toutes sœurs, mes sœurs, mais ces 2-là m'appellent le lendemain matin, en me disant, tu sais, ce serait bien si tu essayais de refaire une thérapie, ce serait bien. Et elles l'ont dit avec tellement de gentillesse, et moi j'étais tellement mal que je l'ai entendu. Et donc à ce moment-là, je me suis mis en quête de trouver quelqu'un. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un professeur qui était extraordinaire et qui en plus habitait mais à 2 pas de chez moi. Et je me souviens, je suis allée dans son cabinet et puis je lui dis, mais docteur, est-ce que vous allez pouvoir me sauver? Et lui, il me dit, non, madame, je peux pas vous dire une chose pareille, mais je pense qu'on peut travailler ensemble. Il m'a donné cette lueur d'espoir qui était dingue. Et assez vite, je garde mon déjeuner, ce qui était beaucoup. Et puis je vais durer comme ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je vais oser enfin ne plus vomir. Mais ça veut dire, tu vois, ça nécessite un effort, mais incroyable. Parce qu'il faut manger pour vivre. Donc c'est tout le temps, t'es en lutte, tout le temps. Voilà. Je rentre dans les boulangeries, je dis, je veux ça. Et puis je dis, non, pardon, j'ai pas d'argent. Et puis je réussis un soir, 3 soirs même. Et je me souviens, je récupère les enfants qui étaient en vacances, je les accueille sur le quai de la gare, et là, on se dispute. Puis on arrive au métro, en bas de la maison, et je leur dis, en fait, je suis désolée, les enfants, c'est moi qui suis odieuse. C'est parce qu'en fait, ça fait 3 jours que j'ai pas vomi. Et les 2 me disent, mais maman, c'est formidable, mais en fait... Mais tu sais, si tu craques ce soir, c'est pas grave. Non, mais c'est une maturité. Wow. Et voilà. Et puis après ça, c'était parti. Et alors, j'ai pas vu que pendant toutes ces années de thérapie, tu vois, je sais que j'ai pas vu que l'alcool qui était déjà là a pris de plus en plus de place. Et j'ai pas fait attention. J'ai vraiment, c'est incroyable. C'était tellement énorme en même temps cette maladie de boulimie, anorexie, que déjà d'en sortir. On regarde pas le reste, j'imagine. Il y a que ça qui compte. C'est tellement. Il y a que ça. Chaque jour est compté. Et déjà, quand tu me le racontes, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vivre comme ça. Oui, mais par contre, ce que j'ai découvert, c'était extraordinaire. Je peux aller camper. Je peux camper. Je peux aller n'importe où sans me préoccuper de savoir s'il y a des toilettes ou pas. Waouh. Ouais. Et voilà. Et je fais pas le lien. Je comprends que c'est une maladie, mais je fais pas du tout le lien avec les mêmes comportements que l'alcool. C'est incroyable. Voilà. Et puis j'en parle à mon thérapeute et je lui dis, peut-être docteur que je bois un tout petit peu, peut-être que je bois un petit peu, c'est possible. Et puis c'est comme ça que un jour il m'appelle et il me dit, madame, écoutez, j'ai vu à l'hôpital Bichat le professeur Le Joyeux qui est vraiment très bien et c'est comme ça que je vais aller le rencontrer. Mais tout en me disant, je ne sais pas pourquoi je vais aller à cette consultation puisque je ne suis pas une mauvaise mère, je ne bois pas le matin, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un métier. Et j'ai arrêté de vomir. Donc voilà. Et heureusement que j'y suis allée. Et c'est là, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais je le raconte parce que l'histoire, elle est incroyable. On veut cette histoire. Il n'y a pas été par 4 chemins. Au bout de quelques minutes, il m'a dit, ne perdons pas de temps, je vous hospitalise. Et 1 mois après, je suis venue pour cette hospitalisation. Et c'est la plus belle décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Et là, j'arrive à l'hôpital et on m'explique que je suis malade. Mais en plus, moi, j'avais une vision tellement... négative de toi. Ah, mais de moi, affreuse. Je pensais que c'était toi. Affreuse, mais surtout, je pensais que le soin, c'est qu'on est attaché sur un lit, et je pensais qu'il fallait que j'expie. Tu sais, j'ai une culture judéo-chrétienne, donc il fallait que j'expie, et qu'on allait m'attacher, qu'on allait jeter la nourriture à travers la chambre. C'était pour moi, c'était ça, le soin. Et je me disais, mais de toute façon, ça va être ça, et puis en plus, après, je ferais que pleurer. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Et alors, tu vois, à l'hôpital, déjà, les médecins me remercient d'être là, les soignants me remercient d'être là, c'est incroyable. Et je signe un contrat de sevrage. Et ce contrat de sevrage, donc à l'hôpital Bichat, il était bien pensé, il avait été pensé par une psychologue clinicienne qui s'appelle Micheline Cledon, qui est incroyable, qui nous a sauvés, on a des milliers à avoir été sauvés par elle, et qui avait pensé un contrat de sevrage de la façon suivante, c'est qu'on devait s'engager en contrepartie des soins à recevoir des gens qui étaient sortis de l'addiction et à aller dans des groupes de parole. Et ça, c'était imposé. Et c'était là que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des gens qui allaient bien. Je me souviens de 2 personnes qui sont entrées dans ma chambre et qui riaient. Alors je me suis dit, bon, moi je pourrais pas rire, mais je vois des gens qui peuvent rire après l'alcool. Donc,
tu vois, cette rencontre, elle était imposée. Ensuite, on m'obligeait à aller au groupe de parole. Bon, là, j'étais encore dans ma représentation. Je me suis dit, je veux bien parler avec mes copains de chambrée, je veux bien parler avec les soignants. Mais alors, dans une salle avec que des alcooliques, faut pas exagérer, j'en suis pas arrivée là. Mais en fait, heureusement que j'y suis allée. C'était les alcooliques anonymes? Non, c'était le groupe de parole de l'hôpital Bichat. Je suis allée après aux alcooliques anonymes. Et puis là, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai pris le groupe de parole comme un soin à part entière. D'ailleurs, cette psychologue m'avait dit, c'est groupe de parole, sinon je vous accompagne pas. Ça fait partie du protocole. Ça fait partie du protocole, comme un médicament. Et en fait, c'est vrai que le groupe de parole, il a cette fonction les autres ont confiance en toi, te regonfle d'énergie, et tu retournes et quand ton énergie diminue, tu y retournes et ça te rebooste. Et ça, c'était là. Et puis, en fait, ce sont les soignants qui se sont rendus compte que quand j'étais au groupe de parole, au début, on a besoin de se raconter, j'avais besoin de me raconter. Là, ils se sont rendus compte que je me décentrais et que c'était plus pour aider les autres. Et c'est eux qui l'ont remarqué avant moi. Ils ont vu que les patients venaient me voir, venaient me poser des questions. Moi, j'avais rien vu du tout. Et puis ils m'ont demandé si je voulais pas venir avec eux, enfin, je voulais pas les aider à faire partie de l'équipe de soins. Alors, il m'a été suggéré d'avoir quand même une reconnaissance universitaire. Donc, j'avais passé un diplôme universitaire d'alcoolologie. Et je suis revenue en disant, mais c'est très bien, c'est formidable, ça m'apprend ma maladie, mais ça ne m'apprend pas à aider les gens. Donc c'est comme ça qu'est venue, on était plusieurs autres personnes, mais qu'est venue l'idée de créer une formation qui soit spécifique pour aider des personnes, pour des patients qu'on appellerait, alors à l'époque on nous appelait des aidants. Oui. On a cherché un nom. Oui, on a cherché un nom. Et tu vois, on a choisi le nom de patient expert. En vrai, si c'était à refaire, je crois que je ne reprendrai pas. Patient partenaire, je trouve que c'est plus ajusté. Parce que patient expert, en fait, c'est même les patients qui se moquaient de nous. Ils étaient experts de quoi? Des experts de Bichat. Tu vois, et il y en a eu l'idée, c'était vraiment incroyable comme époque, c'est que de créer une formation spécifique qui était co-construite à la fois par les soignants et par des patients. Et tu vois, on a eu des groupes de travail où on était patients-soignants, patients-soignants, pour essayer de voir s'il n'existait pas déjà des choses auxquelles on pourrait se rattacher pour finalement théoriser ce qu'on faisait. Et ça a quand même été extrêmement vite entre le moment où tu es prise en charge, où tu arrêtes et que tu deviens toi-même 4 ans quand même. Ouais, mais et surtout 4 ans sans conso, sans rien. Non. Donc, c'est-à-dire que tu fais partie de ceux qui ont posé le verre et qui ne l'ont plus jamais retouché. Oui, mais je vais te dire quelque chose. C'est que, tu vois, arrêter les vomissements, ça m'a appris à être extrêmement, extrêmement vigilante. Donc, en fait, c'est quand même une certaine chance, c'est que j'ai appris la même vigilance. Okay. C'est que j'étais tout le temps, attention, ça va être dangereux. Warning. C'est rare, je trouve, d'aller si vite dans le rétablissement et soudainement, enfin par exemple les groupes de parole, c'est la 12e étape du programme de transmettre le message. Je veux dire, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc ça a été très vite pour toi, sans groupe de parole, sans les AA. Mais c'est impressionnant et c'est magnifique. Mais en même temps, je trouve que c'est un juste retour des choses. Je veux dire, t'en as bien bavé. Oui, quand même. C'est énorme. Oui. Quand même, de 15 ans à 40 et quelques années. C'est vraiment... Ça a été assez long, ouais. Ouais, c'était long. Et puis, tu vois, quand je suis allée à l'hôpital, les enfants, ils m'ont soutenue. Ils ont compté les jours après. Enfin, c'était vraiment... Ta famille aussi, justement, dans cette famille, comme tu disais, assez grande, aristocratique, où il fallait pas trop dire les choses. Ça a été assez tué. Mon hospitalisation, elle a été très tue. C'est que ma psychologue, je lui disais, mais j'ai une famille incroyable, on est très nombreux, on est plein. Et elle s'étonnait, elle ne m'a pas posé la question, mais après elle m'a dit, je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi personne n'est venu te voir à l'hôpital, à part tes enfants. Donc non, c'était bien tu, bien caché, c'est très, ça se dit pas, ça se vit, ça se tait, mais ça se... Et cette formation, tu vois, qu'on a créée, mais c'était vraiment incroyable parce qu'on était des soignants qui travaillent avec des patients, qui nous font confiance. Donc ça, c'est à l'hôpital Bichat. Alors on a été voir le directeur de la qualité qui nous a dit, c'est bien, mais attendez, vous pouvez pas intervenir comme ça à l'hôpital, il faut créer une association. Donc on a créé une association. Et puis la formation, on a eu un soutien incroyable parce qu'on a été soutenu par Fanny Mal, qui est adjointe au centre de formation continue de la PHP. Et donc, elle nous a aidés, elle nous a portés, elle a soutenu à fond notre projet. Donc, on a une formation qui est à Picpus, c'est là où il y a le centre de formation continue de la PHP. Et c'est au sein de Picpus qu'on a cette formation qui est dispensée.
Donc c'est vraiment, tu vois, c'est entre Micheline Clodin, entre Fanny Mal, qui ont été des femmes qui ont cru, qui pourtant ne sont pas addicts, tu vois. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on a créé quelque chose qui est très, très concret et qui va être très évolutif en fait. Et tu vois, c'est important parce que on s'est rendu compte la première année, quand on a ouvert la formation, on a dit oui à tous ceux qui voulaient, ceux qui se présentaient. Et puis un jour, il y a un patient qui a reconsommé. Et quand il a reconsommé, en fait, chacun de nous, on s'est dit... En fait, ça nous étonne pas. Donc, on s'est dit, il y a un problème. C'est que pourquoi est-ce que chacun de nous a pensé la même chose et pourquoi on n'a pas osé se le dire avant? Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire, maintenant, le recrutement, on va le faire différemment. On va continuer à faire des entretiens avec le patient qui se présente, le candidat. On est en entretien avec un patient expert et un soignant, mais aussi, on va organiser des groupes de parole pour voir comment les gens se comportent en groupe. Tu vois, c'est pas du tout la même chose un entretien individuel ou en groupe. Et on voit que c'est bien mieux pour sélectionner les personnes. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très intime et qu'il s'agit pas non plus d'aller mettre la personne en danger. Être patient expert en addictologie, c'est pas très simple en fait. On croit que c'est superbe, c'est magnifique, mais c'est pas simple. Je le vois même moi par rapport à mon métier ou même le fait d'avoir parlé publiquement de mes addictions. Je sais que mon thérapeute, Melchior Capitolin, que nous avons reçu ici, me disait que ça faisait partie des facteurs de mes rechutes. C'est-à-dire, il y a ce truc-là, cette pression sociale. Tu dois incarner la sobriété. Et en fait, toi, tu as toujours cette mésestime quand même de toi. Et si tu rechutes une fois, tu peux plus t'arrêter puisque de toute façon, tu es dans la culpabilité, tu es dans la honte et dans le mensonge. Tu peux même plus en parler. Exactement. Donc, il y a eu ce moment-là aussi qui était très douloureux. Mais j'imagine quand même que les patients experts, ça doit arriver quand même que des patients fassent cette formation et finalement... On consomme Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est comme n'importe quelle maladie chronique. Mais est-ce qu'ils deviennent pour autant... Est-ce qu'ils perdent leur... Non, voilà. mais non, ce serait horrible, ce serait vraiment une trop grosse sanction. Non, c'est comme n'importe quel, tu vois, un cancer où tu as une récidive, à ce moment-là, tu sors du parcours, tu te soignes, et puis tu reviens. Tu reviens, magnifique. Tu vois, c'est ça qui est formidable. Mais il faut que la personne aussi, alors c'est ça c'est important, c'est qu'elle soit suffisamment en confiance pour oser le dire. Tu vois. Mais après, tu vois comment on est, on se reconnaît, on se ressent, on sait très bien. Il y a beaucoup d'anciens addicts qui veulent faire ce métier maintenant. Oui, il y en a plein. C'est une bonne chose, tu trouves, ou il y en a trop? C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas s'improviser. Ouais. Et patient expert comme ça... Non, parce que le soin, c'est inné, c'est quelque chose, c'est une vocation aussi. Hein. Oui. Donc, ok, on peut être expert en murge, mais est-ce qu'on est expert en rétablissement? Non, mais tu vois ce que je veux te dire, on a pu être expert dans la conso. Voilà, j'étais une grande experte. Maintenant, moi, par exemple, je manque cruellement d'empathie et de compassion, par exemple. C'est vrai? Ah oui, mais je ne sais pas si c'est pas une neuroatypie, quelque chose qui est de l'ordre. Je ne comprends pas parfois la souffrance d'en face. Si c'est pas exactement la même que la mienne, tu vois? C'est vrai? Ouais. C'est drôle. Donc, il faut que ça ressemble. Donc, je me rends bien compte que le soin, c'est une vocation comme être institutrice. J'ai essayé aussi. C'est une vocation, c'est pas la mienne. Donc, et on le sent, toi, ce truc-là. On a envie de te parler, de venir te voir. On a envie que tu t'occupes de nous. C'est très non, bien. mais t'as le truc, ça se voit. Elle a le truc. Je sais pas, mais c'est... Non, mais c'est comme ça. Mais oui, c'est intéressant. Le soin, tu sais, souvent, il est dans la carte astrologique, dans le thème astral des gens, et il est inscrit quand on est là pour le soin. Je savais pas. Bah voilà, donc si tu fais ton thème astral, tu verras qu'il y est, c'est sûr. Moi, je vais chercher. Et tu vois, dans cette formation, on apprend vraiment à être... D'abord, il faut du temps, tu vois. Il faut du temps pour pouvoir s'occuper des autres. Il faut d'abord s'occuper de soi, puis après, on va pouvoir s'occuper des autres. Et il faut vraiment, effectivement, pour être utile en tant que patient expert, il faut aller prendre ce temps, il faut savoir écouter la personne, aller se mettre à côté d'elle, la rejoindre là où elle en est. Parce qu'effectivement... C'est pour ça que je te dis que je peux pas le faire. Et arriver, tu vois, et réussir à... Quand on va à l'hôpital, on a un temps d'échange avec le psychologue et puis on va voir les patients dans les chambres. L'objectif, en général, c'est créer du lien. Ça t'étonnera pas. Mais pour certains, c'est plus compliqué que d'autres. Et en fait, moi, j'adore quand c'est très compliqué. Et j'adore essayer, pendant la discussion, je ne veux pas parler forcément de produit, j'adore essayer de trouver l'entrée que je pourrais avoir, qui peut être, mais qui ne peut n'avoir rien à voir avec l'alcool.
Ça peut être, je me souviens d'un jour, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas accepter l'idée qu'il soit hospitalisé pour l'alcool. Et en fait, je savais qu'il était juriste. Et c'est par le droit que je l'ai attrapé. Mais, tu vois, c'est vrai que plus j'avance, plus je me rends compte que j'aime bien quand c'est un peu compliqué. Ben bravo, parce que les hypnothérapeutes font ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer par une porte par laquelle le patient ne s'attend pas. Et c'est aussi l'effet de surprise qui crée une ouverture d'esprit, en fait. Donc, le fait d'être pris pas là où on attendait, en fait, d'un coup, on va penser, on va plus être bloqué de la même façon. Et l'hypnose agit comme ça. Eh ben, mais t'as tout inné, en fait, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, tu vois bien parce que t'es passé par là. C'est que quand quelqu'un te comprend, mais c'est. Et tu vois ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment. Moi, si je m'en suis sortie, c'est parce que des gens ont cru en moi. C'est parce que cette psychologue a cru en moi, c'est que les membres du groupe de parole ont cru en moi, les soignants ont cru en moi. Et tu vois, au début, je l'ai fait vraiment pour remercier l'institution. Et après, je l'ai fait parce que j'aimais ça. En fait, tu vois, je suis encore étonnée qu'on ait pu croire que j'avais des ressources. Et bien, en fait, moi, ce que j'adore, c'est voir les ressources des autres, avant même qu'ils les aient perçues. Ça, c'est vraiment c'est mon grand kiff, c'est les percevoir et assister à l'évolution. Et quand quelquefois ils vont me dire quelque chose, je vais me dire, ça y est. Il y a quelque chose qui a avancé, il a compris, elle a compris, ça y est, ça bouge. C'est vraiment... Il faut de la patience. Ouais. Il faut de la patience. Il faut de la patience aussi. Oui, il faut de la patience. C'est extraordinaire, ouais. Mais les ressources, c'est la clé parce que c'est vrai que de faire arrêter quelqu'un un comportement ou une substance, c'est pas le plus difficile à passer aussi. Après, la personne va apprendre à vivre sans cette béquille-là. Et si elle se sent pas capable, et si surtout elle trouve pas ses ressources, c'est aussi on va dire ses propres envies et ses désirs pour l'avenir qui soient sans cette substance-là, quoi. Donc déceler les talents, les ressources, tout ça, ça va être extrêmement utile pour la suite. Oui, et puis tu vois, c'est être là en fin de journée, parce que c'est en fin de journée que c'est compliqué. Là le craving. Bah ouais, c'est l'heure à laquelle les enfants pleuraient. Enfin, quand le jour tombe, c'est vraiment dur. Et c'est là que, tu vois, l'accompagnement se fait aussi par des petits textos. Et je trouve que le texto est un outil incroyable pour ça. C'est comme un doudou, en fait. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Enfin, moi, c'est parce que j'ai vécu comme ça. Hein. On pense à moi, on croit que je suis capable d'y arriver, mais et tu lis, tu relis, tu relis. C'est presque miraculeux. Moi, j'ai reçu parfois des messages de gens du programme de Narcotique Anonyme ou de ma marraine à des moments critiques où d'un coup me disait je suis fière de toi, puis t'es là, tu fais bon, allez, ok. Allez, ok, c'est bon, je peux avancer. Oui, non, oui. mais c'est vrai, et ça fait partie. Ouais, ça me fait ça me met des frissons parce que j'ai l'impression. Bon, nous, c'est un programme spirituel, donc on a vraiment l'impression que c'est une puissance supérieure qui nous sauve. Mais cette puissance supérieure, c'est le groupe et c'est les autres, en fait, qui nous sauvent. Oui. Et donc, c'est ça, hein, c'est cette confiance. Et on dit aussi dans les groupes, on va t'aimer jusqu'à ce que tu t'aimes. C'est très, très fort parce qu'on n'y croit pas au début. On dit oui, mais bien sûr. Mais en fait, il y a un amour inconditionnel qui n'existe pas nulle part ailleurs. Je suis d'accord avec toi, et moi, c'est ça que j'ai découvert, c'est cet amour inconditionnel. Bon, alors disons que c'est un peu fort parce que c'est dur de dire que j'aime tout le monde et c'est faux, mais il y a une aide inconditionnelle en tout cas. Ça veut dire qu'on va être là quoi qu'il. Ah oui, mais ça, j'ai pas vu ça ailleurs. Il n'y a pas, ouais. Y a pas, et puis c'est tellement un addict, il n'y a pas mieux qu'un addict pour en comprendre un autre. Ça, c'est vrai. C'est vrai quand même. Ça, on peut pas le... Parce que les addictologues, on les connaît, et ceux qui ne sont pas addicts, il y en a beaucoup. Je trouve que la façon, parfois, certains ont poussé des dépendants à aller vers la modération, par exemple. Moi, c'est une question que je me pose vraiment. Je trouve ça aujourd'hui extrêmement démago. Je ne sais pas, c'est genre, on va essayer de faire plaisir à tout le monde un peu, mais je dirais, est-ce que toi, tu penses que tu pourrais aujourd'hui revomir une fois, reboire une fois, et que ça serait cool ? Ah non, mais jamais de la vie. Et tu prônes les patients, en fait, tu as compris que c'était ça, la clé, la sobriété ? Bah, oui, pour moi. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que on part d'une intuition clinique de cette psychologue qui boit pas et qui dit, quand les patients lui disent, vous savez pas, Micheline Clodon, quand les patients lui disent, mais vous savez pas ce que c'est que d'avoir envie de boire, elle dit, mais oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Par contre, je vais vous adresser à Ariane, à Frédéric, à un autre, à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc, tu vois, elle avait eu cette idée qu'il fallait qu'elle s'appuie de personnes rétablies. Et alors, quand on a créé, tu vois, cette formation, on s'est dit, mais c'est les soignants qui nous ont dit, allez, aidez-nous. Il faut bien faut bien qu'on trouve des critères de comment est-ce qu'on fait. Alors, on a vu qu'il y avait le modèle de Montréal où
les Québécois, ils sont très en avance, ils intègrent le patient dans les soins, mais ça, c'est depuis longtemps. Ils nous ont dit, mais nous, en fait, nous, on vous recrute parce qu'on vous sent, mais aidez-nous à mettre des critères objectifs. Et alors, on s'est dit, c'est une bonne qualité de vie. OK. Bon, mais la bonne qualité de vie, elle n'est pas la même, ça reste encore subjectif. Alors après, ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on vous demandait, vous croyez que c'est mieux d'être abstinent ou pas? Et bien, au départ, en fait, avec les soignants, on a vraiment réfléchi, on s'est dit, quand même, il y a les critères du DSM-5 que tu connais. Si on s'éloigne pendant une année de ces critères, ça veut dire qu'il y a déjà un début de stabilité. Mais donc, ils nous ont dit, est-ce que vous croyez qu'une année, c'est bien? Et en fait, ce qu'on leur a dit, c'est incroyable qu'on ait été entendus, c'est qu'on leur a dit, non, vous voyez, au bout d'un an, on est sans produit. Mais entre la première et la deuxième année, on passe du sans produit à hors produit. C'est autre chose. Il y a cette maturité qui arrive. Et donc, nous, au départ, c'est comme ça, on s'est dit, notre sobriété, plus exactement notre qualité de vie, elle tient à cette sobriété-là. Mais ça, c'est notre, tu vois, c'est parce qu'ils nous ont demandé et on était assez d'accord et eux aussi. Maintenant, tu vois, on est sur le critère du rétablissement. Tu sais qu'il est évolutif. On va pas rentrer là dans toute la notion, mais voilà, t'as d'autres possibilités aussi pour voir quelle qualité de vie a quelqu'un. Moi, si j'ai des personnes qui ont une vraie bonne qualité de vie en ayant une consommation contrôlée, ok. Mais je ne sais pas si tu en connais beaucoup. Moi, je ne connais pas beaucoup. Voilà. J'en connais beaucoup dans le déni. Merci. J'en connais beaucoup. Mais tu vois, et quand même, on revient de loin. Ça veut dire que les soignants nous font confiance. Et on revient de très très loin. C'est que non seulement les soignants acceptent que des patients viennent aider, mais non seulement des anciens tox, des anciens alcoolos. Tu vois, comme on avance sur la représentation. Incroyable. Mais ça veut dire aussi qu'il faut sécuriser alors, on n'est pas encore sur un métier. Je vais te dire, aujourd'hui, on n'est plus sur des fonctions de patient expert. On est en train de faire reconnaître ça comme un métier, comme des compétences. Voilà, on en est là-dedans, mais voilà, j'ai envie de parler là, aujourd'hui, de mission, de fonction. Mais ça veut dire que les soignants nous font confiance, donc il faut vraiment sécuriser. Parce que s'ils nous font confiance, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et tu vois, tu as certains soignants pour qui clairement, ils ne confiaient pas leurs patients à des patients qui consomment encore. Ah oui. Non. On a eu Laurent Carella, Amine Benyamina, ils ont été très clairs là-dessus. Donc, maintenant, c'est en discussion sur le rétablissement, c'est vraiment encore quelque chose d'évolutif. Mais ce qui va assurer la stabilité du patient expert, et ça, c'est incontournable, il y a deux choses. C'est la supervision. Et la supervision individuelle, la supervision de l'équipe, la supervision, l'intervision, l'analyse des pratiques. Et la deuxième chose, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut que les équipes soignantes soient prêtes à accepter ces patients. Tu vois, quand tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent? Oui, il y en a beaucoup qui se présentent. Mais les soignants, tous les soignants ne sont pas encore prêts à travailler avec des anciens addicts. Tu vois, c'est vraiment... Donc, pareil, avec Fanimal, on a créé une formation spécifique pour les équipes soignantes qui voudraient travailler avec des patients experts. D'accord. Et tu vois, j'étais faire une formation dans une équipe soignante, c'était à Lille, ils avaient envie de travailler avec un patient expert, mais ils ne savaient pas tellement comment. Et on a passé une journée complète, et c'était passionnant, parce que, en fait, il y en avait qui étaient pros, qui savaient, qui intuitivement avaient envie, il y en avait qui étaient très contre. Et quand on a fait un atelier crainte, c'est quelles sont vos craintes à travailler avec un patient expert addiction? Alors là, ils ont pu se lâcher. Je les ai mis à l'aise, mais c'était, mais on a peur qu'ils reconsomment. Est-ce qu'on les traite comme des collègues? Et finalement, est-ce qu'on peut faire confiance, tout simplement aussi. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et puis, est-ce qu'on ne va pas perdre notre relation avec les patients? Tu vois, donc ça, c'est vraiment important de prendre du temps pour que l'équipe soignante soit OK avec l'accueil d'un patient expert. Sinon, ça peut pas marcher. Tu vois, il faut vraiment que ce soit porté, mais depuis le chef de service jusqu'à l'aide-soignant. Mais toi, c'est ton boulot, en fait, il est de former les patients experts. Oui. Mais tu soignes aussi des patients. Alors, soigner, j'aime pas dire ça. Je veux dire, tu as des patients qui ne veulent pas. Tu accompagnes des patients qui ne veulent pas être patients experts. Oui. Mais aussi, tu vas dans les entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que tu vois, parmi les missions. C'est extrêmement large comme spectre. Très, très, génial. Et parmi les missions du patient expert, tu as celle de la pérédance.
Donc, Ouais. je vais aider mes pairs. Mais tu peux aussi avoir des fonctions d'enseignement, des fonctions de... Donc, c'est là où tu disais tout à l'heure que je fais de l'enseignement auprès des médecins, des jeunes médecins généralistes, pour leur dire, mais attendez, vous pouvez nous détecter en premier. Il y a plein de signaux. Si on nous dit qu'on est déprimé, creusez, parce qu'il y a quelque chose à voir de... On peut pas vous dire, on vous dira pas qu'on est dépendant. Déjà poser quelques questions Posez-nous des quand questions. on va voir un généraliste. C'est très rare qu'on nous demande quelle est votre consommation d'alcool, de cigarettes, et qu'on s'y intéresse vraiment. Le généraliste, il est pas là pour ça. Hein. Oui. Alors que ça commence là. Et ça commence là. Et en fait, tu vois, on les forme, les petits jeunes. Et c'est ça qui est génial. C'est que on leur dit, mais posez la question comme n'importe quelle autre question. Et on fait des mises en situation. Donc. Et puis, le patient expert, il peut faire aussi donc, des missions d'enseignement, mais il peut faire de la formation aussi. Tu vois, et puis il peut faire aussi de la représentation dans des instances. Enfin, c'est vraiment, tu as plein de choses. Et c'est vrai qu'une de mes activités, c'est de faire de la formation dans des entreprises. Parce que finalement, ce qui m'anime, c'est aller libérer la parole là où la mienne a été bloquée. Et dans le fond, dans les entreprises, il y a des formations. Alors, je travaille en fait pour conseiller avec un gars qui est génial, qui s'appelle Lionel Barra, qui est un ancien addict. Tu le vois, c'est le personnage incroyable, haut en couleur, et qui a eu l'idée, tu vois, il a eu l'idée d'aller dans les entreprises. Et il y va avec ses colliers, son accent du Sud à couper au couteau. Enfin, non, c'est vraiment un personnage. Et lui, il a monté sa structure. Et on va chez Veolia et il nous fait entièrement confiance. On a une petite équipe de patients experts à travailler avec lui, mais il nous fait une confiance absolue. Tu vois, la première fois que je suis intervenue pour lui, j'avais peur, je dis Lionel, j'ai trop peur. Et tout. Il me dit, Marianne, arrête, ne t'inquiète pas. Je le rappelle après. Il me dit, je veux pas savoir comment ça s'est passé, je veux savoir comment toi, tu te sens. Tu vois, comme... Et alors donc, dans les entreprises, tu as beaucoup d'entreprises qui ont des postes à risque, des métiers à risque, et qui mettent en place des éthylotests et des tests salivaires. Inopinés, collectifs. Et mon job, c'est d'aller expliquer que c'est la prévention. C'est un sacré boulot, parce que les gens viennent, je vois tous les deux qui lèvent les yeux, les gens viennent, c'est des salariés qui sont obligés de venir, une formation obligatoire, mais heureusement que c'est obligatoire, sinon ils ne mettraient pas les pieds, et d'essayer de leur convaincre qu'avant tout c'est de la prévention. Ça voilà. Mais c'est passionnant. Parce que du coup, forcément, enfin, tu vois, tu vas parler de toi, tu vas raconter ton histoire, mais ça dépend du public aussi. Il y a des gens, certains, le public, sont pas très sympas, t'as pas tellement envie de te livrer, et puis d'autres, t'as envie de tout leur donner. Puis il y a aussi cette culture française quand même du pinard. Dans les entreprises, moi je vois, ça fait partie quand même du truc, le petit pot, le petit machin, l'apéro. Il n'y a pas de pot sans alcool. Ça fait partie de l'after-job, quoi. Exactement. Et là, tu vois, on instaure une culture du sans-alcool en entreprise. Alors, c'est vrai que les salariés te disent c'était beaucoup mieux avant. Mais enfin, quand tu creuses un peu, avant, c'était tellement horrible. Les histoires étaient tellement horribles que non, c'est mieux maintenant. Donc, tu vois, c'est faire ces formations-là. Mais ça m'anime parce qu'en plus, j'ai des retours. On voit que ça t'anime. C'est incroyable d'être... Non, mais c'est vrai, t'as trouvé ta voie. Et ça, c'est déjà merveilleux parce que tu peux pas te rétablir et arrêter une addiction si tu... Ne transformes pas. Oui, parce que franchement, après, quand il n'y a rien, c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, c'est juste un vide. Là, c'est-à-dire tu l'as rempli par des choses incroyables. Et c'est formidable. Et puis, tu vois, tout à l'heure, tu disais que... tu parlais des maisons Lazare. En fait, les maisons Lazare, c'est des maisons co-solidaires, mais ça, c'est une aventure. Alors, c'est quoi ? C'est magnifique. C'est magnifique. Elle est animée. En fait, ce sont des maisons solidaires qui sont tenus par un jeune couple qui en général a des enfants, et puis tu as des appartements hommes, des appartements femmes, et chaque appartement est habité par moitié en colocation par des jeunes pros qui, au lieu de se mettre en coloc avec des copains, vont se mettre en coloc avec l'autre partie qui sont des gens qui ont connu la galère. Et dans ceux qui ont connu la galère, tu as beaucoup de gens qui viennent de la rue, qui ont eu des histoires de vie horribles. Et c'est une colocation incroyable. Ils vivent. Voilà. Alors, les jeunes pros s'engagent pour 1 année et les colocs en galère, on les appelle comme ça, mais bon, les colocs, si jamais ils respectent les règles de la maison, et notamment les règles de la maison, il n'y a pas de consommation dans la maison, et bien en fait, ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont un toit et en plus ils se rétablissent avec... Oui, et... c'est une initiative de fou, ça existe depuis quand ?
Oh, ça existe maintenant depuis une dizaine d'années. J'en ai jamais entendu parler, c'est important, c'est bien. Ah, c'est parce que t'as pas regardé le Vendée Globe. Parce que dans le Vendée Globe, tu avais Tanguy le Turquet qui courait avec les voiles de Lazare. Ah, c'est ça, d'accord. Si t'as pas suivi, où tous les gens de Lazare, ils ont mis le feu au Sable d'Olonne. Et tu vois, on est vraiment tous... c'est une mission qui est fabuleuse. Et puis, tu vois, c'est pas que pour l'addiction. Non, c'est pas... Alors, moi, j'y suis pour les personnes qui sont addictes. Oui. Mais tu vois qu'il y a des addictions chez tout le monde, hein, chez les jeunes pros aussi. Et puis aussi ceux qui ont connu la galère. Mais tu vois, il y en a... Il y a un monsieur qui, un jour... Tu vois, ma mission, la mission des patients experts, quand on est chez Lazare, c'est sensibiliser tous les gens de la maison à c'est quoi l'addiction, comment on fait pour parler à mon coloc que j'ai repéré qui va pas bien. On doit trouver des réseaux de soins et on doit accompagner les colocs en galère qui ont des addictions, ceux qui ont des addictions. Et maintenant, tu vois, ça a vraiment bien avancé. Et maintenant, le couple responsable, quand il y a des candidats, maintenant, eux, ils savent poser clairement et facilement la question des consommations. Et quand il y a consommation, ils disent appelez les patients experts. Donc, on est par maison. Et il y en a un jour, c'est extraordinaire comme histoire. Il était à la rue. Il était à la rue depuis 2 ans et demi. Et j'ai été le voir. Et je me souviens de ce monsieur. Je l'ai vu au téléphone. Il n'y avait pas de doute possible sur son alcoolisation. Et j'arrive et il me dit je vais t'offrir une fleur. Je dis mais non, il n'a pas d'argent. Il vit à la rue, je ne peux pas. Et il m'amène chez le fleuriste. Et il dit aux 2 jeunes apprentis, il leur dit je vais habiter dans la maison Lazare et Ariane va choisir une fleur. Et je comprends qu'en fait, c'est un ancien fleuriste qui a formé ces 2 commis. Oh. Et là, moi, je dis non, attends, tu pas encore à la maison. Attends, il va y avoir des conditions. Parce que je savais bien qu'il allait falloir qu'il passe par un sevrage. Et en fait, jusqu'ici, au téléphone, il n'avait pas pu me dire qu'il était dépendant à l'alcool. Et là, il doit dire, oui, je vais habiter dans la maison Lazare. Et les 2 disent, oui, mais Fred, tu déconnes pas comme la dernière fois. Et alors là, moi, je dis, c'est quoi déconner? Et en fait, les 2 disent, oui, la dernière fois, il s'est fait virer pour l'alcool. Et en fait, j'ai très bien compris, c'est que il pouvait pas me le dire, mais il l'a fait dire. Il t'a amené là-bas. Pour que eux le disent. Et à partir de là, il a été prêt pour un sevrage. Incroyable. Et il fait une formation de patient expert, là. Il est rentré. Oui, bon. En fait, il n'y a que de la magie. Ça opère parce qu'en fait, il y a une espèce de bienveillance et de fraternité, c'est ça. C'est une vraie fraternité. C'est magnifique. Ça donne envie déjà de rencontrer des patients experts, mais ça donne presque envie de le devenir. L'émission touche à sa fin, Ariane, et je trouve que tu nous as vraiment donné envie, en fait, d'approcher ces patients experts. Et les entreprises ont de la chance, je pense aussi, de pouvoir bénéficier de ces sensibilisations, en fait, parce qu'elles ne savent pas. En général, c'est un flou sur l'alcool. On n'a pas le droit d'en parler. Et puis, on ne sait pas, les fameuses 10 unités par semaine, ça fait peur à tout le monde. D'ailleurs, si toi, tu avais un espèce de mégaphone et que tu rentrais dans n'importe quelle entreprise et tu avais 10 secondes, je ne sais pas, quel est ton message Le silence tue plus que les produits. Voilà. Le silence tue plus que les produits. Alors, parlons-en. Exactement. Merci beaucoup, Ariane Pommery. Où est-ce qu'on peut... Il y a des sites... Il y a 2 associations de patients experts par lesquelles on peut passer pour se former. C'est l'APEA et puis FPEA. D'accord. Ce sont les 2 qui travaillent de concert, en plus, sur les mêmes critères de validation d'acquis, d'expérience. J'espère que ça donnera envie à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci, Rose. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.